il était médecin aussi. Il travaillait à l'hôpital Charles. Voilà, Saint-Jean-Charles. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire un peu, ou bien pourquoi on les a mis en prison. Mais cela, c'est avant 72. Il s'appelait le docteur Saint-Jean. Donc voilà, c'est ça ma question. Voilà, on donne la dernière intervention que nous espérons brève, et puis après on repasse la parole au podium pour clôturer. Aujourd'hui, on est là pour cette commémoration de 45 ans après. Encore un peu de patience, s'il vous plaît, on arrive au bout. Après ce génocide. Et ici, je pense qu'un jour comme celui-ci, c'est l'occasion pour les victimes de pouvoir exprimer leur douleur. Je pense que quand il y a des gens, parce que quand nous parlons du génocide contre les Hutus, il y en a qui nous disent que le génocide n'a jamais eu lieu. Quelqu'un vient de prendre la parole il y a un instant en disant effectivement qu'il y a une autre deux autres manifestations à Bruxelles, dont l'une parle d'instrumentalisation du pouvoir du génocide de 72 pour justifier ces exactions. Je ne pense pas ici vraiment, nous ne sommes pas des gens qui sont instrumentalisés. Moi je suis là pour témoigner ce que j'ai vécu. Moi j'ai vécu, je suis une victime du génocide. Il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui ont été tués, des voisins ou des autres. Ils n'en ont pas été victimes comme moi. Moi je pense qu'il faut que les victimes elles-mêmes se lèvent et prennent la parole pour dire ce qui leur est arrivé. Alors à ce moment-là, les autres qui parlent des voisins, des Tutsis tués, vont se taire à ce moment-là. Moi, je parle de ce que j'ai vécu en tant que victime. Je suis enfant, mon père l'était. J'ai entendu des gens des régions éloignées, très éloignées de chez moi, qui me racontent des histoires pareilles que la mienne. En tant qu'étant victime, on dit qu'il y a eu des qui ont été tués, que des gens, qu'il y a eu des choses qui se sont passées au sud du Burundi, et qu'il y a même des officiels burundais qui étaient là-bas, qui ont échappé par miracle, qui sont rentrés les Chiboula et les autres, qui sont rentrés tranquillement, tandis que les autres se sont fait tuer. Mais moi, je n'ai pas vu de guerre chez moi. Je n'ai pas vu de Tutsis tués. Mon père a été invité, les gens sont venus le prendre là où il travaillait, comme instituteur. Ses collègues l'ont amené, ils sont partis ensemble. Il est resté, eux sont rentrés, ils ont continué. Ils nous ont dit que nous étions des Bamenja. Je raconte l'histoire de son fils qui avait 8 ans. Le père est arrêté un samedi. L'enfant rentre à la maison et le lundi, il retourne à l'école et son instituteur lui demande où est ton père. On l'a eu, mon cher ami. On l'a eu, ton père. Des choses qu'on raconte à un enfant. Donc ici, je pense qu'il ne faut pas vraiment créer d'amalgame. Nous ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas des gens instrumentalisés par qui que ce soit quand nous racontons nos histoires. Les gens qui racontent des histoires, alors, ils peuvent parler comme ces gens-là. Je pense qu'ils n'auront pas la force du témoignage des victimes. Fabien, j'ai aimé ce que Fabien a dit, parce que la libération de la parole d'une victime, quand vous avez été primé pendant tout ce temps-là, quand tu es un fils de Moumenja, une fille de Moumenja, tu as intérêt à ne pas le faire connaître. On a intérêt à passer inaperçu. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait pendant longtemps. Moi, je l'ai fait. J'ai fait l'idiot, j'ai fait le fanfaron pour passer inaperçu. C'est longtemps plus tard que je me suis rendu compte qu'il fallait. C'est pas possible. Alors, les histoires racontées par un garçon de 14 ans, il y a 45 ans, et des histoires racontées par un enfant, Mita Akaro, qui n'a pas vu son père. Pensez-vous que c'est la même chose? Les histoires racontées par... Moi je vois, on a parlé d'un fameux journaliste qui témoigne dans un journal connu au Burundi. Il ne cite pas un seul nom. Moi je parle de Moukala, mais que tout le monde connaît. Moi je suis son fils. On vous parle des gens tués quelque part. Ce n'est pas des choses factuelles. Rose Karambizi parle de son mari.
les gens peuvent vérifier que c'est vrai. Mais les gens qui racontent des histoires, des prostituées qu'on ne connaît pas anonymes, ces gens-là n'ont pas de place quand nous avons à donner nos propres témoignages. Moi, je peux montrer mon cœur qui a saigné. J'ai la douleur, j'ai dû m'occuper, je suis devenu père de famille à 14 ans. Et ça, personne ne peut m'enlever. Ça ne m'est jamais sorti. Je ne pense pas qu'un voisin, même Hutu, qui a vu mon père, qui sait que mon père a été tué, ait souffert de ça, comme moi. Personne ne peut exprimer ma douleur autant que moi à ma place. C'est pas possible. Et moi, je ne peux pas exprimer la douleur de l'enfant qui avait 1 an que mon père a laissé. Il faudra qu'on ait l'occasion. Moi, je ne connais pas, il ne m'a jamais raconté son histoire. Moi, je voudrais l'entendre. Je pense que c'est grave parce que c'est ainsi que c'est très facile. Les gens vont vous dire, mais en fait, finalement, ces gens-là, le génocide, c'est quoi? Les morts, où sont-ils? Moi, je fais partie d'une organisation qui avons tenté de répertorier les victimes. Les victimes ne se manifestent pas. Les témoignages, demander aux gens de témoigner, c'est dur, c'est très dur. C'est très dur, c'est pas donné à tout le monde. Il faut des psychologues, il faut des assistants sociaux qui écoutent, qui ont appris l'art d'écouter. Qui est-ce qui est capable? Moi, est-ce que moi je suis capable d'aller écouter une histoire dramatique de quelqu'un alors que je ne sais pas porter la mienne? Voilà. C'est pour ça que j'ai dans une petite association que nous essayons de mettre ensemble deux victimes, pas des opportunistes, pas des gens qui pensent que les Hutus sont rassemblés pour essayer de prendre des dividendes que je ne connais pas. Moi, je ne suis pas inscrit dans cette logique. Moi, je suis une victime. Je ne cherche pas à rassembler les Hutus. Je ne cherche pas à rassembler les Hutus. Les Hutus ont des intérêts divers. Moi, je voudrais que les victimes elles-mêmes, qui ont des choses à dire les concernant, puissent se mettre ensemble. Et j'invite les gens. Nous organisons une journée de témoignage. Que les gens aient le courage. Il y aura de l'empathie. Ce n'est pas déjà besoin de signer. Il y a des choses qui sont des choses à se dire. Mais s'il y a des gens qui se sentent proches de mon histoire, qu'ils viennent, on va la partager. Les gens qui ont des choses à régler, des comptes à régler avec le pouvoir en place au Burundi, ils ont d'autres moyens de le faire, pas venir s'infiltrer dans nos groupes. Pour les gens, donc moi je n'ai aucune intention, je ne souhaite pas. Tout de suite, je peux boire une bière, un autre boit de l'eau, je ne m'en fais pas. Quelqu'un qui veut faire la politique et prendre le pouvoir un jour au Burundi, il y a des moyens de le faire. Mais en tant que victime, moi, je voudrais des gens qui partagent les histoires, la mienne comme la mienne. Les gens qui n'ont rien à voir, s'ils avaient de l'empathie pour ma douleur, qu'ils viennent à ce titre-là, mais ils ne vont pas s'exprimer à notre place. Donc, ce concours de débat ni de lieu. Ça, c'est pas un meeting politique. À Touringa. Voilà. Donc, les gens qui sont venus au Samara, ils n'ont pas de place aujourd'hui ici avec nous. Le 3 juin, je vais inviter les gens qui sont concernés par cette histoire-là de se rencontrer quelque part. Ça sera une occasion de faire l'exercice et voir si cela est possible. Les témoignages, il faudra les donner parce que la force du témoignage, des gens qui ont vécu ce drame, moi je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas besoin de faire de recherche pour savoir le drame qui est arrivé chez moi. Je ne suis pas un spécialiste. Un chercheur, c'est quelqu'un qui est froid, qui analyse des choses. Moi, j'exprime une émotion. C'est très différent. Donc, le 3 juin, vous aurez les uns les autres des invitations. Ceux qui auront le temps, qui pensent que ça vaut la peine, modestement, oser
essayer de voir si on peut faire avancer le dossier. Ici, il a parlé d'impunité d'autre chose. C'est très long, on est loin en tant que victime. D'abord, on veut qu'on reconnaisse notre douleur. Merci. Merci à toutes les personnes qui ont intervenu. Et le sujet est douloureux. Le sujet est douloureux et chacun le sent, le vit de manière parfois différente. En même temps, c'est un sujet qui, pour pouvoir être abordé, pouvoir aller au fond des choses, aura besoin de beaucoup de tolérance. Comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas moyen de mettre sur une balance les douleurs des gens. La douleur n'a pas de couleur et la douleur n'a pas d'ethnie. Donc je pense qu'il faut que nous soyons dans la bienveillance les uns envers les autres et que nous puissions de cette manière essayer d'aller de l'avant. Je ne veux pas ce soit en train de faire une conclusion, c'est juste exprimer moi ce que je ressens juste là maintenant après les interventions qui viennent d'avoir lieu. Et je remets la parole aux intervenants pour conclure par rapport aux questions et aux interventions qui ont été faites. Et juste après eux, je demanderai alors à notre doyenne Hamakungiro de dire un petit mot de clôture et d'inviter les gens à pouvoir acheter les livres et se les faire dédicacer pour ceux qui le souhaitent. Je vous remercie. Je voudrais intervenir d'abord au sujet de la question de l'impunité. Au sujet de la question de l'impunité, mais ce livre ne parle que de ça. On se réunit autour d'un livre qui ne parle que de ça. Que dit Rose? Elle a dit à tous les présidents qui se sont succédés à la tête du Burundi, si rien n'est fait, si justice n'est pas rendue, ça va se répéter. Elle est montée au front à plusieurs reprises et toutes ces prises de parole tournent autour de cette question de l'impunité. L'autre question à laquelle je me réponds, c'est la question des célébrations dans des groupes différents, des commémorations dans des groupes différents. C'est déjà heureux au moins de groupes qui se réunissent ici pour célébrer. Parce que les gens ont été longtemps tellement terrorisés, tellement tétanisés, qu'ils n'osaient même pas se réunir. Pendant longtemps, quand deux ou tout étaient réunis ensemble, la sûreté était à leur cause. Souvent, c'est la prison qui s'en suivait. C'est déjà heureux que les gens aient maintenant le courage de pouvoir s'asseoir ensemble et de pouvoir parler de ce qu'ils ont vécu. Le reste viendra après. Ça viendra notamment avec des gens qui établissent des ponts entre les communautés. Quand j'ai organisé la présentation de ce livre à l'Université de Montréal, avec Antoine et Rose, il y avait plus de Tutsis que de Hutus dans la salle. Alors moi je vous dis, c'est en début. C'est en début. Tant que les gens viennent pas pour contester les faits, mais avec empathie, écouter. Parce qu'au fond, les gens qui ne comprennent pas le génocide dont les victimes ne comprendront pas eux-mêmes ce qui leur arrive si jamais, par exemple, des crétins assassinent un président de la République élu par des millions de personnes. Comprenez-vous? Si on n'a pas compris la douleur, la souffrance que les gens ont vécue en 72, on ne peut pas comprendre les réactions qu'il y a eu après le meurtre de Nadège en 93. Alors, au lieu de dire que c'est de la manipulation idéologique de la part du parti qui a gagné les élections, alors que ce parti ne voulait même pas aller en élection, et demander qu'il y ait un moment où les gens travaillent ensemble pour mieux se connaître. Alors, si les gens ne veulent pas comprendre, ils ne comprendront jamais ce qui leur arrive eux-mêmes. C'est-à-dire que banaliser la mort d'un Hutu a des conséquences. Il n'y a pas de vie Hutu, de vie Tutsi, il y a la vie. Et la banalisation de la vie des uns va mener inexorablement vers la perte de la vie des autres. Comprenez-vous? Quand chaque personne qui meurt, c'est une tragédie pour notre pays. Donc, moi j'ai confiance. Je pense que c'est déjà heureux que les groupes puissent se réunir ensemble, que des gens comme Antoine puissent travailler à faire connaître ces souffrances.
France. Il y a déjà quelque chose à faire. Travaillons sur ça, bonifions ça, et puis le reste viendra. Bon, je pense que c'est ce que j'ai à dire, propose au sujet de la relation entre les mères et les enfants. Vous pouvez élever un tout petit peu la voix, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Mais cela demande que les autres baissent complètement la leur. Allez-y, je vous le Deuxième livre, on va parler aussi de mais surtout le problème du droit international. Parce que j'ai frappé à plusieurs portes et j'ai vu les failles du système judiciaire, que ce soit au Canada, que ce soit international. Il y a beaucoup de choses qui me disent. Mais mes enfants, quand leur père est disparu, donc on a tout pris. Et mon premier fils avait commencé l'école maternelle. Et je n'ai pas d'enfant pour l'amener à l'école. J'ai demandé aux voisins, à l'Indien, d'amener mon fils à l'école. Après quelques jours, même pas une semaine, il est venu me dire je m'excuse, je ne peux pas amener ton enfant à l'école. Parce que la sécurité, les gens de la sécurité sont venus, ils ont dit qu'il ne faut pas amener l'enfant de nouvelles gens. Donc, j'ai emprunté l'argent en mon travail, j'en ai parlé à mon patron, il m'a prêté l'argent, j'ai acheté une petite voiture, j'ai amené mon fils à l'école. Le deuxième n'avait pas commencé l'école. Et puis, un jour, il était en train de jouer. Et puis, je faisais comme ça par terre. Et quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je cherche papa. Moi, je me dis, comment il est en train de chercher son papa? Est-ce que quelqu'un lui a parlé de la mort de son père? Est-ce que n'avait jamais assisté à l'enterrement pour savoir comment les gens se donc, d'autres personnes disaient c'est les enfants qui font grandir et puis venger les pères. Déjà, ils sont déjà suspects à cet âge. Je ne sais pas si je vais dire ça. Merci pour la prière. Même là où je disais en là, c'est ça n'a pas marché. On nous a traqués jusqu'à ça. Je vais terminer, je vais demander des fois, ils ne veulent rien savoir de choses. Vos histoires-là, vous entretenez, vous êtes des chicots. Même dans la famille, moi je suis l'aîné de la famille. J'ai aidé mes parents parce qu'ils étaient réfugiés. Là, je suis allée au Kenya, ils m'ont suivi. J'ai aidé ma famille, mais quand j'ai parlé, quand vous parlez de prendre la parole, j'ai décidé tous les côtés, et même dans ma famille. Il y a mon frère qui a dit qui a fait l'avocat de Aroutou a dit qui a fait bon, ce monsieur il disait il y a un prêtre qui a dit bon, il faut que le gouvernement vienne. Ce problème est difficile à porter
j'étais tout seul, on va appeler les autres groupes. Ils sont venus. Alors, pendant que je parlais, parce que ces gens ne savent pas ce qui s'est passé. Il faut leur expliquer. Alors, quand j'en ai parlé, le monsieur qui m'a dit que je me suis fait le sauveur de tous, il a dit que je raconte des mensonges. Mais maintenant, c'est lui qui est en train de s'occuper de lui, il disait que mon mari voulait faire la révolution comme au Rwanda. Alors je trouvais ça dangereux parce qu'il y a des gens qui ont pensé à ça, que c'était la révolution comme au Rwanda, qui voulait prendre les marchés de chez les gens. Donc, ça m'inquiétait beaucoup. C'est pour ça que j'essaie de dire, on fait la justice parce que ça va recommencer encore. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Je vais tu vas m'essayer à trouver des choses à dire. Merci. Je ne connais pas l'histoire de mon père, mais je connais quand même Angozi. Quand j'étais à l'école des Dames des Maris, je l'ai renseigné. Angozi, je connaissais les parents, ils étaient habités. Et puis je connaissais ton oncle. Son nom est Basile. Quand j'étais à l'école secondaire à Kagigna, une fois nous avons donné des lifts. Et puis après, je travaillais partout à Fina, la compagnie Fina. Et puis quand je me suis produit, je suis restée au travail. Sa chaise de vie. Ça nous a fait beaucoup. Tout le monde regardait la justice, vous avez peur. Et puis, il y a monsieur André qui a dit, c'est sans village, ça va beaucoup. Donc les gens, c'est pour ça que j'ai parlé en parlant de gens. Moi, c'est la raison. Ça ne demande rien de s'asseoir et trouver une solution. Mais les gens banalisent le crime. L'ambassadeur du Burundi qui était à Ottawa en 87, de mon mari, pour qu'ils comprennent. Je lui ai dit, vous allez voter dans les boîtes sans avoir construit le système, les institutions pour garder la démocratie. Il va y avoir une guerre, ça va venir au Chili, ça va s'étendre au Rwanda et au Congo. S'il y a une guerre, on va venir au Canada comme je pense qu'il y a une éducation à faire. Quant à l'impunité, j'ai approché les gens du gouvernement actuel. Puis, quelqu'un est allé me dire aussi qu'il faut faire la justice. Il a dit ça, c'est des choses de Madame Dao. À d'autres personnes, il a dit qu'ils m'ont envoyé. Donc, moi, c'est très difficile. Comment les gens vont comprendre que demain, ils peuvent être renversés pour savoir qu'il y a encore le sang qui va donc, quand on pense que donc, si on était ensemble, si tu es en train de tuer toi-même, avant les gens savaient ça, avant
avant l'indépendance, tout ça. Ça fait comment le contrat. Que maintenant, les gens vont s'associer la politique. Après, tout va. Avant, c'était matin. Avant, on pouvait appeler le roi. Il fallait que maintenant, on l'appelle. La personne avait une contre le roi. Qui peut faire ça maintenant? Merci, madame. La parole à monsieur Amarou. On met debout pour que je voudrais d'abord, au nom du groupe, honorer nos héros dont je suis membre et qui a organisé cette journée. Vous remercier encore une fois du fond du cœur pour avoir répondu à notre invitation et être venu nous accompagner dans ce travail de deuil et de mémoire que nous organisons depuis déjà 12 ans. Je remercie encore une fois nos invités de marque venus du Canada et d'ailleurs qui nous ont partagé leurs expériences, leur vécu, leurs convictions pour qu'ensemble nous puissions cheminer vers, espérons-le, la reconnaissance du génocide de 72, même si, je vous assure, ça ne sera pas demain la veille. Parce que tout à l'heure, on a posé la question, pourquoi est-ce que ce génocide n'est pas reconnu? Vous savez que dans le monde, il y a eu plus d'une centaine de génocides. Mais il y en a qui s'amusent à dire qu'il n'y en a que 3. Pourquoi? Parce que finalement, dans cette question, comme dans d'autres, comme l'a dit Mme Rose, c'est question de puissance. Si une fois vous avez l'occasion de lire des choses sur la justice pénale internationale,